Monsieur Noblecourt, je vous laisse vous présenter. Et puis, encore merci, puisque je faisais quand même laisser la partie un peu reportage sur l'île, vos retours et vos impressions, et sachant aussi que pour en avoir échangé, cette question, j'allais dire, vous habite depuis de nombreuses années et à travers vos différentes fonctions. J'en retiendrai une parmi les autres, mais on a parlé beaucoup d'éducation tout à l'heure, en tout cas au niveau de l'agence, on a cette conviction et c'est un axe de travail qu'on va conserver et amplifier, notamment sur les quartiers politiques de la ville. Vous voyez pourquoi je vous fais ce clin d'œil, si j'ose dire. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser la partie facile de la dernière intervention de la matinée, c'est-à-dire parler après des propos tout à fait brillants et éclairés, essayer de susciter du débat. Donc je vais essayer d'avoir une parole assez libre, quitte à ce que ça suscite des désaccords et à ce que ça entraîne un débat. Je n'ai aucune prétention à la vérité et je viens humblement devant vous réagir à ce qui a pu être dit, et donc je vais avoir des partis pris. Encore une fois, qui ne prétendent donner aucune leçon et qui, sur un sujet aussi compliqué, n'ont pas d'autre prétention que celle de faire avancer la cause. Moi, je vais me présenter en 2 minutes. Donc, Olivier Noblecourt, je suis grenoblois. J'ai été pendant près de 25 ans un acteur de la vie publique locale. J'ai été élu, j'ai dirigé le cabinet du maire, j'ai été élu à l'action sociale et familiale à la ville. J'ai été en charge de la politique de l'habitat à l'échelle métropolitaine au moment de la construction des premiers PLH. J'ai été vice-président du principal OPH sur la métropole et j'ai présidé la commission d'attribution pendant longtemps. Et par ailleurs, j'ai fait le choix, militant depuis toujours, d'habiter les quartiers populaires. Donc j'habite la Villeneuve de Grenoble, qui est un quartier qui fait passer Bac Nord en effet pour un documentaire, ce que c'est loin d'être par ailleurs, sur certaines réalités, mais je ne suis pas étranger à la réalité des quartiers populaires et j'y ai une vie militante, associative, personnelle, depuis que je suis adulte. Simplement, en dehors de cette expérience très locale, j'ai eu la chance de pouvoir servir dans d'autres fonctions. J'ai dirigé le cabinet de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et nous avons porté un certain nombre d'expérimentations sur la mixité sociale, sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants, avec Choukri Benayed, Agnès Van Zanten et Pierre Merle et tant d'autres qui ont été cités dans l'étude tout à l'heure. J'ai dirigé les programmes urbanisme et cohésion sociale du PIA, le programme des investissements à venir, qui est un des leviers de la transition écologique des villes et puis de la transition écologique d'un certain nombre de quartiers, notamment populaires. En tout cas, c'est le souhait affirmé de ces grands programmes d'investissement. Et puis pendant 2 ans, j'ai été le délégué interministériel en charge de la prévention et de la lutte contre la pauvreté, avec la responsabilité d'élaborer une nouvelle stratégie nationale pour lutter contre la pauvreté. Et je commencerai par ça, parce que le constat qu'il faut qu'on ait, me semble-t-il, collectivement, très humblement, quand je dis collectivement, c'est la communauté des gens qui essaient d'œuvrer dans le champ social au sens large, c'est que malheureusement, et les personnes ne sont évidemment pas en cause, malheureusement, on a un constat d'échec sur un certain nombre de grandes politiques. La pauvreté continue de se développer dans notre pays et moi je vais commencer ce rapport d'étonnement qui m'a été demandé avec quelques constats pour voir s'ils sont congruents avec les présentations qui ont été faites. On a non seulement des nouvelles formes de pauvreté, ça fait 20 ans qu'on en parle, qui continuent de progresser, mais surtout on a un durcissement des conditions de la vie en pauvreté, notamment pour les plus jeunes, et notamment parce qu'on a en France une spécificité sur la pauvreté des enfants. Je rappelle, c'est un point qu'il faut toujours avoir en tête, que dans les grands ensembles urbains, le taux de pauvreté des enfants, qui est le plus élevé, c'est à 20% au niveau national, il est supérieur à 30%. Et il est de 40, 50, 60% dans un grand nombre de quartiers populaires. Donc la question de la massification de la pauvreté, notamment des plus jeunes, et du durcissement de ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie, qui n'est pas que la pauvreté monétaire, mais qui est le renoncement à des biens et des services essentiels, donc qui sont des conditions de vie attentatoires à la dignité des personnes. Quand on doit choisir de se nourrir ou pas, de se chauffer ou pas, quand on n'a pas d'espace à soi pour étudier, se jouer ou que sais-je, et qu'on est un enfant, on a évidemment des conditions d'accès à sa dignité, à sa réalisation en tant que personne, qui sont en cause. On a un constat, et ça a été très bien documenté, donc je passe très vite là-dessus, sur l'augmentation, l'aggravation des phénomènes de spécialisation spatiale. Je le redis parce que l'étude est très claire et elle documente très bien la façon dont la mobilité résidentielle aggrave aujourd'hui les inégalités et la spécialisation des territoires, en rappelant toujours, et on le sait, moi, l'élément révélateur, c'était Éric Morin en 95, je crois, le ghetto français, qui explique très bien que, évidemment, que la spécialisation des territoires, elle est tirée par les dominants, par ceux qui ont les
moyen de la mobilité sociale. Et donc, c'est évidemment l'homogénéité sociale tirée par les CSP+, qui aggrave les phénomènes de spécialisation. Et si on ne s'attaque pas à la spécialisation et au choix de mise à distance des plus pauvres par les plus favorisés, eh ben on continuera à pédaler ou à pédaler derrière le marché de l'immobilier, j'y reviendrai, ou à écoper le Titanic à la petite cuillère. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réellement promouvoir de logique de mixité. On a un autre phénomène qui me semble très important à avoir dans notre débat parce qu'il renvoie finalement à l'appréhension du terme même et à une forme de démonétisation dans le débat public du terme de mixité sociale, c'est qu'on est passé d'une société qui en 20 ans, avant qui portait une responsabilité collective sur les phénomènes de pauvreté, aujourd'hui le regard s'est individualisé et donc le poids de la responsabilité de la pauvreté est davantage porté sur l'individu aujourd'hui. Il y a une forme de culpabilisation des individus. Tout ce que je vous dis là, c'est pas des positions individuelles ou des constats, c'est par exemple éclairé par une enquête de référence qui est l'enquête conditions de vie et aspirations de vie des Français du CREDOC, qui date depuis 30 ans et qui pose à intervalles réguliers les mêmes questions et qui voit bien comment la matrice psychosociale du pays évolue, comment le champ des représentations évolue et qui explique pourquoi aujourd'hui l'aspiration à la mixité, ça devient un petit peu un phénomène marginal qu'on regarde avec un petit peu d'amusement ou de compassion pour les quelques naïfs qui continuent à y croire. Et on a une caricature aujourd'hui du discours sur le vivre ensemble serait devenu une espèce d'argutie pour tout justifier sur le développement du communautarisme dans les quartiers. La mixité sociale est en effet une chimère pour 12 utopistes, etc. Qui fait que c'est plus aujourd'hui une matrice puissante aujourd'hui dans l'élaboration des politiques publiques et c'est quelque chose qui est très faible dans le débat public aujourd'hui, notamment, on le sait, parce que évidemment toute la gangrène identitaire dans le débat public aujourd'hui met un voile sur les réalités sociales et notamment sur la réalité aujourd'hui de la spécialisation des territoires et de la ségrégation. Et donc, on a aujourd'hui un échec des politiques publiques qu'il faut interroger en tant que tel. Parce que, et ce que vous avez montré sur l'étude de Lamel, et moi j'ai envie de commencer par ça, mon rapport d'étonnement, c'est d'abord de voir combien, dans une métropole qui est aussi puissante en termes de capacité d'ingénierie, qui concentre autant de ressources aujourd'hui, et malgré la bonne volonté des acteurs, encore une fois, il n'y a aucun jugement dans mon propos, j'ai été élu en charge de ces sujets et je ne prétends pas avoir la vérité mieux que les autres. Mais je dis juste que le constat de départ, c'est qu'en dépit des politiques publiques volontaristes, en dépit des réformes nationales que vous avez rappelées, en dépit de l'élaboration de structures, le SCOT est un cadre d'échange à l'échelle du territoire là-dessus, la ségrégation continue de progresser. Donc les mécanismes aujourd'hui qui font que le marché est plus puissant, puisque c'est ça en définitive, que les politiques publiques, que les leviers des politiques publiques, ces mécanismes-là continuent de prospérer. Donc il y a une réponse de politique publique qui doit être à la hauteur de la capacité du marché aujourd'hui à déréguler la volonté publique d'aller vers davantage de mixité, où il faut interroger la volonté politique de mixité sociale, ce qui est un autre sujet, je vais y revenir dans un instant. Et donc, moi, ce que je veux dire tout de suite, c'est que on a ces mécanismes qui sont très bien décrits, et encore une fois, l'étude est remarquable. On pourrait insister aussi sur les discours d'accommodation avec l'échec qui sont en train de se développer, et que j'ai retrouvé en partie dans l'étude pour susciter du débat. C'est un point intéressant. C'est comment petit à petit on construit un discours d'explication de l'échec ou d'accommodation de l'échec. Alors, il y a un discours, par exemple, qui est porté aujourd'hui sur le fait que les choix affinitaires qui guident aujourd'hui la mobilité résidentielle pourraient être des choix vertueux. Par exemple, il y a un discours autour de l'habitat participatif, de la cooptation entre gens qui peuvent choisir d'acquérir un foncier à bas prix et de construire eux-mêmes sur quel choix cooptent-ils un certain nombre de ménages pour construire entre eux le nouveau phalanstère dans lequel ils vont épanouir leur projet de vie, sur des critères culturels, sociaux. Mais d'abord sur des critères d'affinité culturelle. Donc c'est profondément excluant en réalité. C'est une matrice qui est extraordinairement ségrégative, derrière des mots et des intentions qui peuvent être très généreuses. Je le dis pour susciter de la réaction. Par ailleurs, quand j'entends dans les études, et encore une fois c'est un débat scientifique passionnant, donc je viens là pour essayer de le percuter, mais que on décrit les opérations de démolition-reconstruction comme étant finalement des facteurs de dualisation du parc social parce qu'il y a des effets de bord qui peuvent exister en effet, ou dans la reconstitution de l'offre, on va avoir en effet des logiques de qualité différente des logements sociaux produits dans le cadre de la reconstitution. Tout ça est vrai, c'est un risque. Mais est-ce que pour autant, les logiques de démolition-reconstruction seraient invalidées par le fait qu'il y a un risque marginal, en tout cas qui doit être régulé et contrôlé par la puissance publique, d'aggraver la dualisation du parc social qui par ailleurs est déjà à l'œuvre. Moi je plaide pleinement
pour qu'on assume le fait qu'il y a des quartiers dans lesquels la démolition-reconstruction, et j'insiste sur le mot démolition qui n'est pas populaire, est absolument indispensable. Je parle de ce que je connais, l'urbanisme sur dalle des 12 000 habitants de la ville neuve de Grenoble, où vous avez une barre d'1 kilomètre de long, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut assumer des actes politiques, des volontés politiques particulièrement fortes là-dessus. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le cœur de l'objectif politique. C'est pareil sur la VFA HLM. Bien sûr qu'il y a des effets de bord qui doivent être régulés et contrôlés. Bien sûr que ça a un impact sur les coûts du logement en accession libre dans un certain nombre d'opérations, que ça peut être compensé autrement par le marché, bien sûr. Mais où en serait-on quand on voit ce que ça pèse aujourd'hui dans le volume de la production si on n'avait pas ces options-là? Et comment ferions-nous de la mixité dans un certain nombre de territoires sans cet outil qui est, je trouve, un outil d'autant plus puissant qu'aujourd'hui? Les grandes opérations d'aménagement dans lesquelles on produit du logement social sont en panne dans un très grand nombre de métropoles. Et donc que la production aujourd'hui assumée de nouveaux quartiers avec un parc locatif social important, en fait, les grands volumes sont très difficiles à opérer. Je le vois, moi, professionnellement, je continue de travailler avec la plupart des grandes métropoles sur les projets de renouvellement urbain, sur les projets d'aménagement. Voilà, je donne un seul chiffre pour la bonne bouche, et pas pour faire de la polémique politicienne qui n'a pas sa place ce matin, mais dans la ville dont j'étais l'élu il y a quelques semaines, Grenoble, à Grenoble, on a habilité, on a 63 logements sociaux familiaux l'année dernière. On a agréé, excusez-moi, je cherchais mon mot. 63. Moi, j'ai connu des époques où on faisait 600 logements sociaux familiaux par an, dont un gros tiers de PLAI, voire 40% de PLAI, les bonnes années. Donc, on a aujourd'hui une panne de la production, et parfois qui est dramatique, qui parfois procède de choix politiques implicites et pas forcément explicites, donc c'est un vrai sujet. Et encore une fois, que serions-nous sans la VFA? Donc moi j'insiste sur le fait que vous avez raison de pointer le fait qu'il y a des limites potentielles, mais que pour autant, aujourd'hui, pour continuer à produire, et je m'inscris totalement en accord avec ce qui a pu être dit sur le fait que la mère de toutes les batailles, c'est d'abord la production. Ça, en dehors de ça, on ne trouve pas les marges de manœuvre pour faire de la politique publique de mixité. Mais voilà, ça suppose en effet d'utiliser l'ensemble des outils dont, me semble-t-il, la VFA HLM est loin d'être un des plus mauvais. Et puis, vous évoquez les effets de quartier et les travaux de Marie-Hélène Baquet. Moi, dans une vie antérieure, j'étais dans la commission avec Marie-Hélène et Mohamed Mechmach qui a essayé de repenser la politique de la ville il y a une dizaine d'années maintenant. Donc je connais bien les travaux. Le discours quand même sur les effets positifs, sur les effets de quartier positifs, il est quand même plus difficile à tenir aujourd'hui dans un certain nombre de territoires. Et moi, je veux dire que certes, c'est difficile de mesurer le bénéfice de la mixité sociale à l'échelle de vie des habitants. Et c'est vrai qu'il y a des expérimentations, mais qui sont assez caricaturales, américaines, qui n'ont pas produit les résultats escomptés. Pour autant, l'impact, et vous l'avez très bien dit, l'impact de la ségrégation sur les destins des gens, ça on sait très bien le mesurer, malheureusement. Et il suffit de regarder, et ça fait le pont avec les quelques autres éléments sur lesquels je voulais insister devant vous, avec notamment les questions éducatives. Il suffit de regarder les études PISA et de voir comment aujourd'hui la prévalence de l'origine sociale est déterminante dans le destin social des individus en France et dans la réussite scolaire, bien plus que dans tous les autres pays comparables. On est les numéro 1 sur le poids de l'origine sociale dans la réussite scolaire. Je pense que ça doit nous amener là-dessus à éviter les discours un peu trop relativistes sur le fait que finalement, bon an, mal an, on pourrait être bien entre pauvres dans les quartiers et que finalement, il y a des effets d'entraide et de solidarité qui seraient supérieurs à des bénéfices possiblement escomptés de la mixité sociale. Je pense que c'est un discours sur lequel il faut être attentif à ne pas derrière créer une sorte de discours romantique sur les quartiers qui nous déresponsabiliserait par rapport au fait qu'on laisse la ségrégation continuerait de progresser. Et c'est pourquoi, en dépit de ces quelques points de débat, me semble-t-il, très intéressants soulevés par l'étude, je trouve que les préconisations finales sont extraordinairement puissantes, à la fois sur la production, vous l'avez dit, je n'insiste pas, sur le fait qu'on ne peut pas détacher une politique de l'habitat, d'avoir une politique sociale métropolitaine, j'en dirai un mot, et qu'en fait, si on n'a pas demain, y compris une responsabilité politique, avec une légitimité démocratique qui s'incarne dans une échelle qui met en cohérence ces politiques publiques-là, on continuera à avoir les jeux de ping-pong, de déresponsabilisation des strates de collectivités dans lesquelles aujourd'hui viennent s'insérer à la fois la colère citoyenne, la rage qu'ont un certain nombre de gens, d'habitants, de manière tout à fait légitime face à l'impuissance publique, parce qu'il y a un discours de l'impuissance publique qui renvoie en permanence aux autres. C'est pas moi, c'est les autres, qui crée une colère sociale absolument considérable. Et évidemment, derrière, les passions extrémistes et les passions de haine qu'on
voit à l'œuvre de plus en plus de manière dramatique. Deuxième sujet, c'est les politiques d'attribution. Alors, j'ai cru comprendre que le contingent était toujours délégué aux communes sur la MEL, le contingent métropolitain. Nous, à Grenoble, on avait créé une commission sociale du CLH pour essayer. Non, c'est plus le cas. Il y a une gestion métropolitaine du contingent. Bon, mais c'est un point tout à fait stratégique parce que c'est le nerf de la bataille avec les communes. Et si on veut éviter, et je le dis, j'ai été élu municipal 20 ans de ma vie, l'égoïsme municipal, c'est-à-dire le fait qu'en effet on passe son temps à trouver des accommodements raisonnables avec les municipalités qui n'en veulent pas, et à force de trouver des accommodements raisonnables, en fait on vide la politique publique de son contenu, ce qui n'est pas forcément le cas ici, je ne porte aucun jugement local en disant ça, mais je l'ai vu à l'œuvre et malheureusement j'ai connu des échecs personnels là-dessus, donc je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais je pense qu'en effet, la question du contingent est une question absolument centrale, comme la question foncière que vous avez très bien pointée avec le développement des OFS, qui sont quand même aujourd'hui un vrai rayon de soleil, en fait, dans la capacité à réguler le développement d'une offre abordable sur le territoire, les BRS et tout ce qui permet derrière, en effet, de favoriser l'accès à un logement abordable pour les plus démunis. Alors, on sera tous d'accord pour dire, et l'étude l'éclaire très très bien, et les interventions qui ont suivi aussi, que bien sûr que la mixité ne se décrète pas, qu'elle ne s'impose pas, qu'il n'y a pas de formule magique. Mais je voudrais ajouter quelques briques dans la suite pour dire que, je pense que ce que démontre très bien l'étude, c'est qu'il faut arrêter d'attendre la grande réforme législative ou que sais-je, comme d'autres attendent Godot, et que ça n'est pas par la voie d'un modèle national ou d'une grande réforme nationale qu'on fera progresser la mixité. La mixité, elle ne peut progresser que si elle est portée avec les habitants, à l'échelle territoriale, et il n'y a pas de mixité sociale possible sans projet de mixité sociale porté avec les habitants, ce qui est incroyablement difficile, parce qu'en effet, l'aspiration à la mixité a beaucoup diminué. Et moi, j'ai connu un très grand nombre de réunions publiques où je me faisais insulter par des habitants qui nous disaient qu'en fait, ils ne voulaient pas de la mixité sociale. Et notamment, et je voudrais l'incarner ça, dans quelques politiques publiques sur lesquelles il me semble qu'on a des leviers pour agir extraordinairement puissants. Un premier levier dont on parle très peu, c'est la politique de petite enfance. La politique de petite enfance, elle est absolument stratégique parce que la socialisation précoce, elle est au cœur du développement de l'enfant et elle est au cœur de ses compétences cognitives et de sa capacité derrière à se construire, à réussir scolairement. Ce n'est pas que dans un objectif de réussite scolaire pour la réussite en tant que telle, c'est la logique de l'épanouissement tout simplement. Quand vous avez des écarts de compétences langagières à 3 ans ou en fonction de l'origine sociale, le nombre de mots maîtrisés à 3 ans, vous avez un facteur, vous avez 4000 mots d'écart à ces âges-là, vous en avez le double à l'entrée en CP. En fait, bien évidemment, sans rejouer les groseilles et les lequenois, ils ne partent pas avec les mêmes chances dans la vie. Et donc, on est avec un sujet de politique publique majeur dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, et c'était un de mes combats depuis de très nombreuses années. Il y a la création d'un bonus de mixité sociale qui fait que vous ne pouvez plus gérer de crèches en prestation de service unique, en PSU, sans avoir aujourd'hui une part d'enfants en situation de pauvreté dans les crèches, et c'est absolument indispensable. Rendez-vous compte qu'en France aujourd'hui, le taux d'accès des enfants du premier quintile de revenus, donc les enfants pauvres, c'est 4%. Le taux d'accès à la crèche des enfants en situation de pauvreté, dont les parents sont en situation de pauvreté. C'est 24-25% pour les enfants des milieux les plus favorisés. Et ça a des impacts et des conséquences extraordinairement importants sur leur développement, je le disais tout à l'heure. Je ne veux pas être plus long parce que je pourrais me passionner et être un petit peu trop disert. Mais fondamentalement, ce qui est important à entendre, c'est que derrière ces politiques de mixité sociale dès la petite enfance, vous avez des conséquences sur le destin des enfants et vous avez surtout des conséquences sur le sentiment d'appartenance au territoire et le rapport au service public pour les parents et notamment les mamans. Et ce qu'on a pu constater quand on a fait de la mixité sociale dans les crèches, c'est qu'en fait le bénéfice dans la confiance dans l'institution se traduisait de la crèche vers l'école maternelle ensuite, et donc on a des parents qui sont beaucoup plus proches de la communauté éducative. On a une culture de la parentalité qui se construit de manière beaucoup plus tôt et moins culpabilisante, parce qu'il y a la culpabilité d'être pauvre et puis aussi la culpabilité de ne pas être une bonne maman, un bon parent. Et ce regard très dur que vivent beaucoup de femmes dans les quartiers populaires, il peut se déconstruire dès les politiques de petite enfance. Et j'ai vu d'ailleurs, pour parler un dernier mot sur l'enfance, que vous évoquiez les enjeux de tarification de la cantine, etc. Tout ça, c'est des sujets absolument centraux, en réalité, dans la vie quotidienne des familles. Et en effet, c'est des sujets qui permettent ou pas de mener des dynamiques de mixité sociale. Je voudrais m'attarder, sans être beaucoup plus long, mais sur les sujets de la mixité sociale au collège. Parce que c'est un sujet qui, pour moi, est une des très grandes batailles sur la mixité sociale, pour une raison très simple, c'est que c'est la sectorisation des collèges qui produit très largement les effets de marché derrière sur les politiques de l'habitat. Et donc, il y a une question d'œuf et de poule. Est-ce que, et à chaque fois, d'ailleurs, les ministres se renvoient la balle, je suis ministre du logement, la mixité sociale, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de mixité dans les écoles, et particulièrement dans les collèges, parce que c'est la matrice ségrégative dans l'éducation,
elle est essentiellement portée au niveau du collège, c'est à l'entrée en sixième qu'il y a les grands effets de fuite vers le privé. Alors ici, vous avez une existence du privé très forte et historique qui fait qu'il y a des fuites vers le privé beaucoup plus précoces, mais au niveau national, la bascule, elle se fait à l'entrée en sixième. Et puis vous avez les ministres de l'Éducation nationale, on en a encore eu un exemple la semaine dernière, qui disent ça marche pas la mixité sociale au collège parce que les politiques de l'habitat ne font pas de mixité sociale, et donc on retombe dans cette culture de l'irresponsabilité que j'évoquais tout à l'heure. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la mixité sociale au collège, on sait la produire, on a des réponses. Et donc il y a une irresponsabilité publique à ne pas mettre en œuvre des outils de politique publique qui répondent aux problèmes. Quand on ne savait pas comment faire, à la limite, un médecin qui ne sait pas comment soigner une maladie, il n'est pas coupable du fait qu'elle se développe. Quand on sait régler les questions de mixité sociale au collège, on a l'impérieux devoir de le faire. Comment le faire? C'est pas qu'il y a des formules magiques, c'est qu'on sait aujourd'hui d'abord qu'on a à peu près 200 collèges très ségrégés en France, sur lesquels aujourd'hui les mécanismes d'éviction sont très difficilement récupérables et sur lesquels il faut des politiques publiques extraordinairement volontaristes. On a conduit donc 82 expérimentations, vous pourrez retrouver ça en 2 clics sur Google, notamment avec Choukri Ben Ayed, et on a fermé des collèges ségrégés dans un certain nombre de villes, à côté du Mirail à Toulouse, à Nîmes. Donc on a fait des fermetures et des reventilations, on va dire, de l'affectation des élèves dans d'autres collèges, avec une augmentation et une amélioration de la qualité de l'offre éducative dans ces collèges, de la qualité de l'encadrement. Par exemple, les questions de sécurité sont très importantes dans les collèges, bien évidemment. Et ça a marché. Donc on a aujourd'hui des outils qui permettent de mesurer. Et vous avez peut-être vu, il y a quelques mois est sortie une étude de référence de Julien Grenet sur notamment les outils de mixité sociale qu'on a mis en place à Paris, pour le coup, sur la création de secteurs multi-collèges. Autre solution qui fonctionne, c'est qu'en fait, vous créez non plus, vous avez plus une sectorisation avec un secteur, un collège, mais vous avez 3, 4 collèges à l'intérieur d'un même secteur. Les familles font des choix préférentiels et c'est l'éducation nationale qui affecte à la fin. Ça avait fait grand bruit à Paris parce que ça avait fait hurler les parents, notamment du collège le plus favorisé du secteur. Un maire très courageux a décidé de faire ça, Éric Lejoindre, avant des élections municipales. Il a été réélu 4 ans après. Ce que montrent les études, c'est que non seulement ça marche, la mixité a progressé, mais surtout que c'est plébiscité par les parents. C'est-à-dire que contrairement au discours décliniste, défaitiste, comme quoi la mixité, finalement, tout le monde la voudrait théoriquement, mais dans sa vie réelle, ne la voudrait pas pour lui-même, c'est faux. Les gens sont heureux en fait de voir que, en effet, dans le cadre dans lequel leurs enfants grandissent, il y a une confrontation avec des milieux culturels, sociaux différents. Et je crois que, en tant que parent, c'est forcément quelque chose qu'on peut souhaiter de manière très globale, qui peut faire consensus pour beaucoup de parents dans des choix éducatifs pour leurs enfants. Et on l'a montré aussi au collège du Petit Bar à Montpellier, qui s'appelait le collège Lascaz, qu'on a renommé Simone Veil aujourd'hui. On a retravaillé toute l'offre éducative et aujourd'hui, on a une mixité sociale, donc l'indice d'entropie du collège, qui s'est largement amélioré. Donc on a une meilleure congruence entre l'environnement social de l'établissement et la composition sociale de l'établissement, puisque c'est ça que mesure l'indice d'entropie. Et aujourd'hui, je ne veux pas être plus long là-dessus, mais on a fait la démonstration avec des scientifiques et avec des élus locaux volontaires que dès lors qu'on prend le temps d'inscrire ces politiques dans le temps, qu'on associe la communauté éducative, les parents d'élèves, qu'on ne décrète pas la mixité en 3 mois et qu'on construit des politiques volontaristes, en fait, on arrive à la renforcer. Donc, on peut inverser la pente, on peut inverser la courbe, notamment au collège, et évidemment, ça a des effets de bord derrière sur les politiques de l'habitat, sur la valeur du patrimoine bâti à proximité immédiate des collèges. 2 derniers mots en guise de conclusion ou presque, c'est de dire qu'il y a 2 autres politiques à l'échelle métropolitaine qui doivent, à mon sens, être absolument mises en cohérence avec les politiques de l'habitat si on veut mener des politiques efficaces de mixité sociale. La première, ça a été dit, ça a été effleuré tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté pour les élus à gérer à l'échelle territoriale la contradiction qu'on peut avoir, notamment dans le cadre des politiques d'attribution, entre le droit au logement et les politiques de mixité sociale. Puisque, en clair, on a un jeu de rôle qui se fait entre les services de la préfecture qui viennent pousser DAO, DALO dans les commissions, et puis les maires qui, eux, veulent des CSP+, dans leurs logements sociaux. Enfin, j'exagère, évidemment, je caricature, mais parce qu'ils veulent garantir un équilibre de peuplement, comme on dit publiquement. Et donc, ces politiques s'affrontent. Elles s'affrontent dans un contexte dans lequel, aujourd'hui, la gestion du contingent social par l'État et la gestion des politiques d'hébergement et leur rebascule vers les politiques de l'habitat, et au moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un grand triomphe. Et donc moi je plaide depuis de nombreuses années pour que aujourd'hui les métropoles reprennent la compétence, notamment d'hébergement d'urgence, et gèrent pleinement l'ensemble des politiques d'hébergement à l'échelle des PLH. On ne peut pas continuer à avoir des politiques de l'hébergement et donc de l'accès à des droits essentiels pour les plus vulnérables d'une société qui restent
entre les mains de l'État, donc sans légitimité démocratique à l'échelle territoriale, et sur lesquels les élus peuvent se déresponsabiliser. C'est un enjeu absolument central aujourd'hui si on veut reconstruire une légitimité démocratique au droit au logement opposable, au droit à l'hébergement, et que ça ne soit pas vécu comme une imposition de normes technocratiques. On a ce risque aujourd'hui avec l'État, il est largement avéré, il suffit de voir ce que pensent aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens des services de l'État, et deuxièmement, à tort évidemment, et deuxièmement, ça renvoie aussi au fait que les métropoles apparaissent aux yeux d'un grand nombre d'habitants comme des superstructures technocratiques très éloignées, un petit peu l'équivalent de ce que peut être la Commission européenne à l'échelle des débats sur la souveraineté nationale, et donc il y a un risque de dépossession à travers ces politiques-là, d'un sentiment de gestion de leur territoire, notamment par les maires, qui est totalement attentatoire à des politiques de mixité sociale. Donc cette mise en cohérence-là, la capacité que devrait avoir l'État à faire confiance sur des objectifs contractualisés aux collectivités pour mener des vraies politiques de continuité hébergement-logement, ça me paraît central. Et puis là aussi, ça a été dit rapidement, mais je veux insister sur un point, c'est les politiques d'insertion. Ça vaut sur les politiques d'action sociale. Alors dans l'étude, il est beaucoup mentionné le rôle des CCAS, donc le rôle des communes. C'est vrai parce que notamment sur la MEL, il y a une histoire des CCAS, pour le coup, j'y connais assez bien, qui est forte. Mais rappelons que c'est d'abord une compétence départementale, puisque le chef de file de l'action sociale à l'échelle territoriale, c'est les départements. Vous avez aujourd'hui des métropoles, on pense d'abord à Lyon, mais Dijon vient de le faire, qui reprennent la plénitude des compétences sociales du département pour mettre en cohérence ces politiques à l'échelle territoriale. Et ça a évidemment des impacts considérables en termes de mise en cohérence, en termes de légitimité et en termes de capacité à porter des politiques d'accompagnement humain des plus vulnérables dans les territoires. Vous savez que c'est un peu la tarte à la crème des discours sur le renouvellement urbain. Il ne faut pas faire que du hard et s'intéresser qu'au bâti. Il faut s'intéresser à l'humain et aux gens. C'est parfaitement vrai. Je donne un seul chiffre. Depuis la création du RMI en 88 en France, à l'époque, il y avait l'obligation pour les départements de consacrer l'équivalent de 20% des dépenses d'allocation aux politiques d'insertion. Ensuite, c'est passé à 16%, ce qui paraît logique. Évidemment qu'il ne faut pas uniquement verser une alloc, mais accompagner les gens. Aujourd'hui, le ratio dépenses d'allocation, dépenses d'insertion sur dépenses d'allocation, il est passé en dessous de 7%. Ce qui signifie qu'on est dans une société dans laquelle, en 30 ans, on a divisé par 3 l'effort relatif d'accompagnement des plus vulnérables. Accompagnement social au sens large, insertion sociale et professionnelle. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et donc, si on n'a pas une reprise de compétences sociales sur ces compétences-là, à l'échelle des quartiers populaires, des territoires vulnérables, en même temps qu'on a une politique de l'habitat qui fait de la mixité, en fait, on va laisser des individus, en effet, dans des logiques de concurrence entre leur destin, entre les uns et les autres, et chacun va être dans sa stratégie individuelle, sans capacité d'accompagnement, pour essayer de s'en sortir moins mal que le voisin, et ça, c'est profondément destructeur. Ce qui me semble, et c'est pour le coup ma vraie conclusion, très passionnant, et je veux vraiment vous remercier d'avoir porté ce là aujourd'hui, parce que c'est un débat il devient courageux de le porter, le débat de la mixité sociale. Et je trouve que ce qui est absolument passionnant dans les études et les échanges de ce matin, c'est qu'on voit bien qu'on est à un point un peu délicat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le même consensus sur la légitimité des politiques de mixité. Il y a des discours relativistes et des discours de mise à distance de la réalité de la mixité qui pourraient finalement créer des politiques d'accommodation de la ségrégation. Et il y a de l'autre côté, donc ça c'est une pente un petit peu molle vers laquelle on pourrait aller, où on s'habitue à la ségrégation, comme on s'habitue à voir des gamins faire la manche dans nos rues, comme on s'habitue à des tas de choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. En même temps, on a une matrice extraordinairement excluante et violente, identitaire, qui met d'autres thématiques dans le débat public et qui, elle, pousse à l'exclusion et à la violence et à la haine. Et il me semble que reconquérir aujourd'hui des espaces de débat démocratique et des politiques publiques qui s'incarnent dans la politique, dans les objectifs de mixité sociale, je pense que c'est une urgence républicaine, démocratique absolument centrale. Et donc je suis très heureux de voir qu'il y a encore des agences d'urbanisme, je sais que c'est leur cas très local, enfin très généralement, c'est le cas à Grenoble et ailleurs, mais qui portent ces sujets-là. Et j'espère que pour les décideurs du territoire, les études qui ont pu être présentées là seront aussi des éléments d'alerte et d'urgence à agir, parce que très franchement, quand on voit la pente, pour paraphraser un ancien Premier ministre, elle est sacrément raide et le gouffre n'est plus très loin, me semble-t-il, sur les sujets de mixité. Merci.